À titre personnel, maintenant, avec la pratique et les années, je suis en mode manuel avec les ISO auto, avec une plage de sensibilité réglée. Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog auxoisnature.com. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 49e épisode du podcast Interview de photographe nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Alors 49, c'est juste avant 50, et même si j'accorde pas énormément d'importance en général à ces nombres symboliques, j'avoue que là ça commence à me faire quelque chose et j'espère d'ailleurs à vous aussi. Dans cet épisode, je reçois le photographe Franck Maillard. Alors Franck Maillard est un auteur photographe qui parcourt depuis son plus jeune âge le monde avec un appareil photo à la main. Son leitmotiv est simple, saisir l'instant T, ni plus ni moins. Simple sur le papier, mais ô combien difficile quand on est confronté à la réalité du terrain. L'expression, le comportement du sujet peut avoir disparu en une demi-seconde, alors autant être prêt. Et en plus de cette contrainte de temps, Franck s'en impose une deuxième, celle de délivrer une photographie esthétique. Et si la photo peut faire réfléchir celui qui la voit, alors c'est le Graal. Passionné de voyage, il a visité en long, en large et en travers le continent asiatique, puis l'Afrique. Véritable touche-à-tout talentueux, il excelle tant dans les photographies de portraits, de rue, de nature, mais aussi évidemment en photographie animalière. Vous allez apprendre comme d'habitude beaucoup de choses, voici entre autres ce qui vous attend. Vous apprendrez une astuce pour gagner en réactivité, le matériel photo utilisé par Franck, quel matériel Franck conseille pour un photographe animalier débutant, et puis évidemment le cœur de l'émission, la grosse partie sur le safari photo. Vous apprendrez la définition du safari, quelles contraintes à connaître, des astuces pratico-pratiques, quel réglage de base utiliser, comment faire des images originales, et puis mieux vaut-il passer par une agence de voyage ou organiser seul son voyage. Et enfin, vous verrez quels sont les projets photos de Franck. Bonne écoute. Bonjour Franck, comment vas-tu ? Eh bien écoute, bonjour, ça va bien. Écoute, pour commencer, alors comme je le fais à chaque fois, je vais te demander de nous en dire un peu plus sur toi, Franck. Voilà, donc qui tu es, rapidement, s'il te plaît. Alors moi j'ai 42 ans, hein, j'habite dans les Ardennes, dans le nord-est de la France, et je suis auteur photographe. J'ai commencé mon parcours photo plus sérieusement il y a à peu près une dizaine d'années. Premièrement passionné par les voyages. Finalement c'est assez naturellement j'en suis venu un petit peu à la pratique photographique. Ton site internet est merac.fr. Alors j'ai beau avoir retourné dans tous les sens Franck Maillard, donc ton prénom et ton nom, et je ne vois pas de rapport direct. D'où vient ce nom Merac ? Alors c'est parce qu'il n'y en a pas nécessairement de lien direct. En fait, Merak c'est le nom d'une ville en Indonésie, hein, sur la côte occidentale. C'est un endroit que j'aime bien. Je suis allé pas mal de fois en Indonésie, mais c'est aussi le nom d'une étoile de la constellation la Grande Ourse. Et je trouvais ça sympa. Il faut toujours trouver un nom, une accroche, quelque chose. Enfin, ça fait des années maintenant que j'ai trouvé l'idée sympa de quelque chose vraiment qui fasse un petit peu rêver, voyager, puis cette empreinte dans la terre et puis au niveau du ciel aussi, cet entre-deux, j'ai bien aimé, donc je l'ai gardé simplement comme ça. Pour moi ça a été naturel, mais il n'y a pas effectivement nécessairement de lien entre mon nom. Voilà, c'est comme ça que j'ai choisi ce nom pour mon site, parce que de toute façon, il en fallait un. Et c'est vrai que du coup, Merac, comme tu l'as dit, ça, c'est assez péchu, hein, ça marque bien les esprits, on s'en rappelle bien, alors ça sonne exotique, on se doute bien que c'est pas français, hein, et en même temps, on retient facilement, c'est facile à prononcer, et puis il y a l'aspect symbolique, hein, du voyage, alors par contre, il faut le savoir, mais une fois que tu l'as expliqué, c'est vrai qu'on s'imagine partir très rapidement grâce à ton site, et même très loin dans les étoiles. Donc c'est un bon nom, je trouve. Alors on va rester sur ton site. Il suffit de parcourir les galeries pour comprendre que tu es un photographe qui est très éclectique. Tu explores des domaines très différents comme le paysage, le studio, la photo de rue, l'animalier. Comment tu expliques une telle diversité ? Écoute, je l'explique moyennement, parce que effectivement, pour moi c'est quelque chose de naturel, très naturel, cette diversité dans la photographie, encore que ma diversité n'aille pas d'un bout à l'autre. Il y a des domaines photographes. Il y a des domaines. C'est infini quasiment. Qui ne m'ont pas
plus, je dirais, plus que cela pour essayer d'étoffer un petit peu. Par exemple, je fais très peu, voire pas du tout de photos d'architecture, par exemple. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Moi, c'est pas. Mais c'était naturel pour moi d'aller vers ce qui pouvait finalement me toucher. Où j'ai réussi à avoir quelques résultats qui m'ont motivé, drivé, si je puis dire, pour continuer un petit peu. Donc c'est vrai que ça fait entre les paysages, entre la photographie de rue, la photographie de voyage, les portraits que j'aime beaucoup, la photographie animalière, ça fait un champ assez large. C'est vrai qu'on a tendance à voir les photographes animaliers qui font à 100% leur pratique, voilà. Et ben moi je me suis diversifié un petit peu, mais sans me forcer. C'est quelque chose qui a été complètement naturel pour moi, quoi. Et puis il faudrait pas justement se forcer, c'est-à-dire que si on le fait, c'est qu'on aime bien, voilà, on aime bien le domaine dans lequel on exerce. Tout à fait, ça s'est fait, voilà, naturellement. Moi je t'ai demandé comment tu l'expliques, mais finalement tu as très bien répondu. Ça s'explique pas vraiment. C'est on va le dire, c'est presque le cœur qui parle, c'est la passion, c'est l'envie, et voilà, c'est tout. Des fois il y a pas à chercher midi à 14h. Mais là par contre, moi, j'avoue ne pas trop savoir s'il vaut mieux se spécialiser à fond dans un domaine photo précis pour en connaître toutes les ficelles. Tu l'as dit, hein, les photographes animaliers, souvent c'est à 100% la photo animalière, ou alors à l'inverse, embrasser plusieurs champs pour s'en nourrir. C'est quoi ton avis là-dessus? Voilà, est-ce qu'il vaut mieux faire plein de choses ou alors en faire qu'une et à fond? Alors, c'est pas facile, hein. C'est une question un petit peu délicate parce que chaque photographe est différent. D'un point de vue photographique, la problématique elle reste la même. Oui, tu veux dire que obtenir une bonne image. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, en plus. Quelle que soit la spécialité dans laquelle on est, le but c'est d'obtenir la plus belle image possible. Après, techniquement parlant, c'est toujours le trio de tête, hein, entre la sensibilité, la vitesse d'obturation. Donc, les moyens techniques, on les a. Après, je dirais franchement que pour moi, il faudrait mieux envisager une pratique de la photographie qui soit pleine, qui explore réellement tous les champs. Et je pense que d'un domaine à un autre, on peut toujours apporter quelque chose. Par exemple, moi, je faisais beaucoup de photographies de voyage, beaucoup de photographies de rue. Bon, les choses se passent assez rapidement, donc il faut pas souvent traîner pour prendre les images. Cette aptitude à la rapidité, à manipuler mes boîtiers, vont me servir dans ma pratique de la photographie animalière. Alors tiens, je rebondis sur ce que tu dis, c'est super important. La plupart des personnes qui nous écoutent maintenant sont des photographes animaliers. Eh bien, s'ils ont envie de gagner en réactivité, ils peuvent très bien prendre leur appareil photo, aller dans la rue, en tout cas aller photographier des marchés, des choses comme ça, pour pouvoir gagner en réactivité. Parce que la difficulté, c'est vrai en animalier, on n'a pas toujours le sujet sous la main, hein. L'animal, il est pas toujours là quand on l'attend, donc ça peut être des fois frustrant. On n'a pas assez d'occasion de shooter, d'appuyer sur le bouton. Et bien, pour compenser ça, on peut très bien prendre son appareil et faire des reportages photos dans la rue, dans des lieux de vie assez importants. Et là, beaucoup utiliser son appareil pour pouvoir gagner en réactivité et faire des entraînements dans ce cadre-là. Ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, moi c'était un plus pour moi, d'avoir photographié, faire beaucoup de photographies de rue, de voyage, ou pour saisir un regard, une attitude, une posture, de travailler très très vite avant qu'elle ne s'évanouisse aussi longtemps, aussi rapidement qu'elle soit venue. Donc de travailler très vite, être toujours dans le mouvement, et c'est vrai que ça a été un plus pour la photographie animalière, notamment dans les scènes peut-être des départs de chasse ou des choses comme ça, où là il faut être assez réactif, tant physiquement finalement que dans les manipulations de boîtier. C'est sûr que si on passe 4 ou 5 ou 6 secondes à régler son boîtier, c'est pas nécessairement la peine. Donc c'est vrai que c'est une aptitude qui a pu me servir en photographie. Oui, évidemment. Donc, dans l'idéal, il faudrait pouvoir, un débutant qui commencerait la photographie, particulièrement l'animalier, il faudrait pouvoir trouver un deuxième domaine photographique qui puisse
faire des liens avec l'animalier. Effectivement, la photo de rue, ça peut être un bon moyen pour gagner en réactivité et s'entraîner plus facilement que si on attend d'avoir le renard sous les yeux qui n'apparaît qu'une fois tous les 36 du mois, quoi. Donc c'est bien de pouvoir aussi faire comme ça des liens entre différents champs. On va parler de matériel, donc on va rester encore assez terre à terre, tu vois là. C'est quoi ton matériel photo actuellement? Alors moi je suis chez Nikon depuis quasiment tout le temps. Au début j'ai débuté avec du matériel Canon. Je suis passé ensuite chez Nikon. Donc l'équipement, j'ai 2 boîtiers, j'ai un plein format, un D810 qui est un très bon boîtier, même si ce n'est pas un foudre de guerre. Et pour l'animalier, j'ai un deuxième boîtier qui est le D500. Voilà, qui est aussi un excellent boîtier. Au niveau des focales, c'est les focales un petit peu qui me permettent de couvrir tout le champ des possibilités. Donc j'ai un 24-35 f2 dans la gamme Art de chez Sigma. J'ai aussi pas mal de focales fixes, puisque c'est ce que je préfère et que je privilégie. Justement, tu en parlais de réactivité il y a quelques secondes. Est-ce que tu penses que les focales fixes peuvent être intéressantes pour ça, pour la réactivité? Pour la réactivité, moins, puisque forcément elle va générer un déplacement, souvent la focale fixe. Par contre, la réactivité, elle va être autre en ce qui concerne, par exemple, le manque de lumière. En ce qui concerne le déplacement qu'on va générer avec une focale fixe, qu'on ne générera peut-être pas avec un zoom. On se dit, je bouge pas, je vais essayer. Mais ça ouvre le champ des possibilités en termes de composition. De devoir bouger, je trouve que c'est vraiment un exercice. Travailler en focale fixe, je trouve que ça ouvre vraiment le champ des possibles pour moi, plutôt que cette facilité toujours de zoomer. Je dis, la photo, c'est finalement quelque chose aussi de vivant. Il faut aussi aller chercher l'image qu'on veut. Il suffit pas de tourner des molettes ou des bagues. Et je pense que les focales fixes permettent ça, de se bouger un petit peu plus, de trouver nécessairement ou pas d'ailleurs un angle qu'on pourra avoir qu'on n'aurait peut-être pas été chercher avec des zooms. C'est marrant. Donc, moi j'aime beaucoup ça. J'attendais pas forcément. Alors je te rejoins sur le côté être plus acteur de la photographie parce qu'on va se déplacer physiquement. Donc je te rejoins là-dessus. En revanche, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à cette réponse sur la réactivité. J'aurais plutôt eu tendance à dire que quand on a un zoom, on sera moins réactif dans le geste photographique parce qu'on va plus pinailler sur le cadrage. Comme on peut, en restant les pieds plantés au sol, on peut zoomer, dézoomer et modifier son cadre et sa scène avec un petit coup de bague. Je me dis que là, justement, on perd un peu réactivité. Alors qu'une focale fixe, finalement, on sait comme ça, si on bouge pas, il y a pas à tortiller, il y a juste à déplacer un tout petit peu le cadre avec l'appareil, mais c'est tout, quoi. Est-ce que tu penses que ça peut jouer aussi? Et moi, je pense surtout que si on connaît bien son matériel et ses optiques, si j'ai un 50 mm ou un 85, je sais très bien à quelle distance me tenir et ce que ça pourra donner plus ou moins dans le cadre. Parce que j'ai l'habitude de travailler, je sais très bien comment je vais mettre mon œil dans le viseur. Avec l'habitude d'utiliser mes focales fixes, je sais très bien ce que je vais avoir. Tandis qu'effectivement, quelqu'un qui va avoir un zoom, va peut-être être à 70 mm et qu'il va falloir qu'il remonte à 120, alors que moi, je me serais peut-être déplacé dans le même temps et je serais déjà en train de cadrer. Alors en fait, ça se recoupe un petit peu, mais j'aime plutôt cette idée de vraiment vivre la photo et aller chercher l'image. Puis en plus, il y a aussi les résultats optiques qui, en termes généraux, sont bien meilleurs sur les focales fixes que sur la majorité des zooms, sans compter la luminosité qui peut jouer dans la réactivité suivant ce que l'on peut photographier, l'accroche d'un point à F ou voilà, c'est un petit peu l'idée. C'est pour ça que j'aime beaucoup moi les focales fixes. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'aime ça. Et puis pour l'animalier,
J'avoue. Alors c'est vrai qu'après il pourra toujours y avoir le débat de dire on en affût. Et bien du coup, si on a une focale fixe, eh bien on peut plus bouger parce qu'on en affût. Justement, on est. Alors tout est fixe, hein, l'appareil, l'objectif est le photographe. Et c'est vrai qu'avec un zoom, on peut dézoomer, on peut aller plus loin avec la focale. Il y a toujours un petit peu ce débat, voilà. Mais après, là aussi, je te rejoins à 100%. Il faut vraiment connaître son matériel à fond, c'est-à-dire que il faut pas être surpris, quoi. Il faut pas mettre l'œil dans le viseur et se dire trop tard, bah là, je suis pas assez près, je suis trop loin. Là, je suis trop près avec la focale fixe justement. Et encore une fois, il faut photographier, refotographier encore et encore et encore. Pas parce que c'est comme ça qu'on connaît son matériel, ses réglages, et puis surtout pouvoir anticiper carrément avant même de mettre l'œil dans le viseur. On va voir, on sait déjà à peu près à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'est un vrai atout, et tu l'as très bien dit. Il faut connaître son matériel. Voilà, ça me paraît essentiel. Ensuite, en termes de focale, j'ai un 50 mm 1.4 aussi dans la gamme Art de chez Sigma, qui sortent des optiques qui sont fabuleuses ces dernières années. Les Art là, elles sont vraiment incroyables. Elles ont des finitions, vraiment... des caractéristiques vraiment folies. Hein. Ouais, puis des qualités optiques, des piquets qui sont absolument ébouriffants pour un prix qui est quand même relativement contenu. Ouais, donc vrai. Le 85 1.4 aussi de la gamme Sigma, et ensuite j'ai l'ami du photographe, hein, le 70-200 f2.8. Ouais. Celui-ci je l'ai gardé chez Nikon. Tu l'utilises pourquoi pour les portraits, pour les Je peux l'utiliser un petit peu pour tout, hein. Ouais. On peut même l'utiliser en animalier, hein, monter sur un APS-C avec le coefficient multiplicateur, finalement on arrive à une focale qui peut. Moi, je me rappelle que d'un voyage au Botswana, il y a pas mal de temps où il y avait plus du tout de lumière. On tombe sur des scènes qui sont assez difficiles à saisir. Un objectif qui ouvre à f2.8, c'est pas un objectif qui peut ouvrir à f4. Donc ça, c'est un gain qui quelquefois peut sauver la mise. Donc pourquoi pas l'utiliser en animalier? Pourquoi pas, c'est vrai. Est-ce que tu as une très longue focale? Est-ce que tu as le Graal? J'ai un 500 f4. Voilà, c'est ça. De chez Nikon, la version FL, qui ouvre pas mal de possibilités parce qu'elle est bien plus légère que l'ancienne version. Donc elle fait 3,90 kg, je crois, de mémoire. Donc ça permet de faire enfin du main levée sur le terrain sans galérer ni fatiguer outre mesure tout du long de la journée. Sans être tétanisé, effectivement, voilà. c'est un sacré gain. Est-ce que on a souvent tendance à dire, enfin on dit que plus c'est lourd, plus c'est stable. Est-ce que là, justement, avec ce 500 f4 plus léger maintenant, est-ce que tu perds pas un petit peu en stabilité ou finalement après 4 kilos, ça reste quand même stable, quoi? Non, 4 kilos, c'est bien. Après, tout dépend du boîtier qui est derrière, mais on considère un boîtier, moi souvent le D810 ou au moins le D500. Le D810 un petit peu plus lourd que le D500. On a vraiment une stabilité qui est quand même relativement remarquable. Là-dessus, il y a pas de souci, mais vraiment tenir l'ancienne version du 500 mm toute la journée pour faire des oiseaux, c'était juste pas possible. Donc avec cette version, on gomme un petit peu, et puis les qualités optiques sont là aussi. Le VR est très 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 bluffant. C'est aussi quelque chose de. Oui, ça aide parce que avec un APS-C, on se retrouve à 750 mm à f4. Donc c'est vraiment une très belle optique. Ouais. Alors je sais bien, Franck, que tu n'es pas vendeur dans un magasin de photos, tu n'es pas non plus représentant d'une marque, mais malgré tout, j'aimerais bien te poser cette question là qui va venir, parce que on me la pose souvent, et j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ton expérience, par rapport à ton vécu. Qu'est-ce que tu conseillerais à un photographe qui débute? Quel genre de matériel, en tout cas quand je parle de matériel, à réflexe objectif, le petit duo qui irait bien pour commencer par rapport encore une fois à ton expérience, et est-ce que tu as vécu toi et à tes retours, quoi? Bien, moi je conseillerais un boîtier plein format déjà,
Après, tout va dépendre effectivement du budget. Bon, plein format, pourquoi? Déjà pour la montée en sensibilité, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts sur les APS-C, malgré tout, le plein format reste supérieur. C'est sûr. Donc je vais privilégier ça. Et puis les tarifs ont bien baissé. Hein. Ça aurait été il y a 3 ou 4 ans, on parlait de plein format, ça faisait mal quand même au compte en banque. Maintenant, il y a quasiment. Il y a même des APS-C comme le D500 qui sont bien plus onéreux qu'un boîtier plein format. Donc c'est vrai que ça s'est un petit peu amélioré à ce niveau-là. Donc faut pas s'en priver. Ouais. Et puis après, moi je recommanderais de quoi couvrir le champ le plus large. Donc les focales un petit peu de base du photographe en général et même du photographe animalier. Un 24-70 à f2.8, c'est toujours sympathique. C'est toujours bien, c'est toujours polyvalent, c'est parfait. Ouais. Voilà, en version stabilisée ou pas, chacun appréciera. Et puis ça dépend de sa stabilité personnelle. C'est ça, à pouvoir assumer de telles dépenses. À maintenir l'ensemble. Ouais. Donc surtout qu'on peut en avoir maintenant d'occasion à des prix qui sont vraiment intéressants, hein, quelle que soit d'ailleurs la marque, hein, pas de souci particulier. Un 70-200 f2.8, ça j'y tiens parce que c'est une optique, comme je te disais tout à l'heure, qui est vraiment polyvalente, où on va pouvoir faire un petit peu d'animalier, surtout avec des conditions de lumière difficiles. On va pouvoir faire du portrait, c'est vraiment une ouverture qu'il faut. À 200 mm à 2.8, je veux dire, ça fait des fonds très flous, c'est très onctueux, c'est très beau. Un bokeh, bokeh qui est assez impressionnant, puis des profondeurs de champ qui sont assez. Donc on peut travailler avec tout ça et sortir de belles images. Donc pour moi, on pourrait imaginer de prendre une version f4. Hein. Chez Nikon, il y a une version f4 qui a des qualités optiques remarquables. On dit que maintenant, f4, c'est pas très très grave, puisque de toute façon, comme on peut monter en sensibilité, mais le bokeh est pas le même, quoi. Le bokeh n'est pas le même. Bien sûr. Et puis la profondeur de champ, en plus, surtout à courte distance. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc moi, je suis vraiment, le 70-200 f2.8. J'ai l'impression que tu l'aimes bien, ouais. Hein. Et puis après pour ce qui est du téléobjectif, après ça va dépendre du budget. Ouais, c'est vrai que là on attaque quand même des morceaux qui sont assez chers. Moi j'aime bien le 300 mm f4. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu, c'est assez proche par rapport au 200 finalement. Hein, c'est que 100 mm de plus, je crois que ça peut faire aussi la différence. Mais c'est pas forcément très très cher. La qualité optique elle est fabuleuse pour un prix qui est assez contenu. Donc ça peut être aussi un bon moyen d'entrer dans le monde des grandes focales. Je sais pas ce que tu en penses toi. Qu'est-ce que tu oui, c'est un objectif. Enfin, moi je connais celui qui a été fait par Nikon dernièrement et qui est vraiment une optique en plus qui est extrêmement légère. Ah ouais, avec le système de la lentille de Fresnel, c'est fort. Alors ça c'est même assez bluffant. L'encombrement aussi lui est réduit. Hein, pour un 300 mm, il n'y a pas que le poids. Je trouve que l'encombrement est tout à fait maintenu. Et puis, effectivement, vissé avec un bon petit D500 derrière, on arrive à quelque chose en photographie animalière qui est absolument léger et assez redoutable. Ou alors, on a aussi les derniers zooms sortis chez Nikon, notamment le 200-500 f5.6. Qui n'est pas si onéreux que ça, hein, puisqu'on trouve à l'entour de 1500-1500 euros. Hein. Qui est dans les mêmes prix que le fameux, là qu'on connaît bien maintenant, qui sont célèbres, les 150-600 de chez Tamron et Sigma, qui est dans les mêmes prix, et on reste chez Nikon, et en plus, après, avec ce que tu as dit précédemment, avec 24-70, 70-200 et 200-500, finalement, on couvre avec 3 objectifs, alors, on est chez Nikon, bien sûr, mais chez Canon, on doit pouvoir trouver à peu près, grosso modo, la même chose, mais on couvre avec 3 objectifs vraiment toutes les focales, quoi. Voilà, pour un encombrement qui, ma foi, n'est pas énorme. C'est ça. À prendre en compte. Donc voilà, je sais que le 200-500 chez Nikon a très bonne presse. J'ai pu l'essayer.
Et c'est vraiment un zoom qui est remarquable. Puis il y a quand même malgré tout la polyvalence d'un zoom qu'on retrouvera pas sur des longues focales fixes. Tiens, je reviens sur 70-200. J'en ai pas personnellement. Est-ce que toi tu peux l'utiliser en proxy photo? Est-ce que c'est jouable ou pas? Est-ce que la distance minimale de mise au point est intéressante? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour la photo de, on va dire macro, hein? C'est bien que c'est pas, les puristes vont pas apprécier, mais est-ce qu'on peut le jouer là-dessus? Des petites fleurs, le bokeh, hein, encore une fois, qui peut être très intéressant, la profondeur de champ qui est très réduite. Est-ce que tu penses pouvoir l'utiliser avec ça ou pas? Alors non, là ça va être compliqué. Ils se sont améliorés sur la dernière version au niveau de la mise au point minimum, mais bon, malgré tout, ça reste une optique qui va être quand même pour des situations de proximité plus que réellement une approche. Vraiment là, il faudrait réellement changer de focale. Le 70-200, c'est un petit peu un couteau suisse, mais que ça reste dans une certaine proximité. Bien qu'il soit amélioré sur la dernière version, qui a bonne presse, et elle, par contre, qui n'est absolument pas donnée. Hein. Oui. De toute façon, en général, les nouveautés comme ça. Et puis non, il faut comprendre aussi que on se demande toujours pourquoi, mais c'est aussi cher finalement. Bon, vraiment, je parle des extrêmes, hein. Je parle des 500 mm f4, les dernières versions, c'est à plus de 10 000 euros. Pourquoi? Et en fait, il suffit d'aller voir un petit peu comment ça se passe dans les usines de production. C'est un savoir-faire qui est absolument incroyable. Alors déjà, c'est des processus industriels qui sont maîtrisés, qui coûtent très cher, c'est de la recherche et développement. Et puis il y a beaucoup d'interventions manuelles, donc vraiment, oui, le prix, je cherche pas à les défendre plus que ça, mais le prix est justifié. Donc c'est vrai que on peut comprendre pourquoi ça coûte aussi cher finalement ces petits joujoux. Oui, et puis il faut voir, il y a également énormément de recherches. Hein. Toutes les grandes focales sérieuses de tous les constructeurs d'ailleurs, ils savent très bien que ce genre de focale, s'adresse à un public particulier, et c'est aussi des focales qui sont un petit peu tout temps et assez remarquables par leur solidité. Hein. Je dis pas qu'on les claque par terre, mais souvent lors d'un voyage, tout ça transite bien à droite et à gauche, et ce sont aussi des constructions qui sont assez remarquables. Hein. Tout ça s'ajoute finalement à l'addition. Ça paye un prix qui est conséquent, mais pour du matériel quand même considéré comme professionnel. Quoi. Ouais, et puis je pense qu'il y a une telle maîtrise technologique que c'est peut-être pour ça aussi qu'on retrouve pas, en tout cas moi j'en connais pas, de vraiment bas de gamme. Tout est très bon, quoi. Alors il y en a, les Samyang sont réputés pour pas être chers, mais ils sont pas mauvais non plus. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas des fonctionnalités de poussée, il y a souvent pas la mise au point automatique, mais bon, ça reste des bons objets aussi. C'est peut-être avec ce savoir-faire technologique-là qui est assez poussé, qu'il n'y a pas de sous-marque qui permettrait de s'équiper vraiment à bas prix, à bas coût. Ça n'existe pas en fait pour les objectifs photo. En tout cas, moi, j'en connais pas. Il y a le dernier Sigma en grande focale, là, c'est essayé sur le 500 mm f4 pour le moment à bonne presse. J'ai pas nécessairement les retours, les tests, même les tests chez DxO et compagnie, les mesures, on les a même pas encore pour le 500 FL. Je pense pas qu'ils privilégient ce genre de test parce que c'est un matériel qui est un petit peu élitiste entre guillemets au niveau de l'utilisation. Très spécifique, exactement, très spécifique. Vraiment très spécifique, quoi. On va clore ce chapitre très intéressant, Franck, du matériel. Et puis je sais que ça va intéresser les auditeurs parce qu'on aime bien parler de ça, de ce qu'on a dans les mains. On va attaquer maintenant le cœur de l'interview. Ce sont les safaris photos. Alors déjà, mettons les choses au point. Tu fais les safaris, tu maîtrises bien ce sujet-là, mais ça n'est pas ton seul domaine d'expertise dans les voyages. Tu as fait d'autres choses aussi, mais là on va parler de ça particulièrement. Bon, là, c'est effectivement des petits tips, une petite aide que je peux donner, un petit coup de pouce pour les gens qui parce que c'est une question que j'ai souvent, des fois un appel ou un mail. Je vois que vous faites beaucoup de photographies en Afrique. Je prépare mon premier safari et je voudrais pas le louper, quoi. Voilà, c'est ça un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis toujours content de faire bénéficier mon expérience et des conseils pour que les gens puissent partir un petit peu l'esprit plus libre, plus tranquille, exactement. Parce qu'on a toujours peur, j'imagine, de pas
comment dire, de se rater et puis voilà, d'avoir payé un safari et finalement d'avoir pas avoir le retour, quoi. Donc oui, tout à fait. Puis il y a toujours un questionnement au niveau du matériel, entre les focales qu'on a et qu'on peut-être un projet d'achat. Est-ce que ça vaut le coup? C'est ça. On va parler de tout ça. Donc là, dans la demi-heure qui vient. Alors on va certainement enfoncer des portes ouvertes, hein. Mais quand on parle de safari, on parle de quoi exactement? Qu'on ait tous la même chose en tête. À la base, le safari, c'était à la grande époque, c'était une activité qui était complètement liée à la chasse. Ah oui. Voilà. On pense quoi? On pense à l'époque des colons. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc maintenant les choses bien heureusement ont changé, donc voilà, c'est un origine de mot qui s'est un petit peu transformé, hein. Et aujourd'hui, le mot est essentiellement utilisé pour des expéditions photographiques, notamment en Afrique de l'Est ou en général en Afrique du Sud, mais maintenant on voit même des safaris à Tokyo maintenant. Des safaris à Tokyo. Ah oui. En gros, à partir du moment où il y a comme concept. Il y a de la faune sauvage qu'on peut approcher. Alors, est-ce que c'est lié à être un véhicule? Est-ce que safari égale véhicule et puis photographe dedans et on nous emmène au cœur de l'action? Est-ce qu'on peut considérer ça comme ça? Voilà, le safari, c'est un petit peu la traque à quelque chose, j'ai l'impression maintenant. Donc, on a un petit peu détourné le terme. À la base, c'est un mot qui veut dire voyage, qui vient de la langue arabe. Je me rappelle plus. Je crois que c'est safara, qui veut dire voyage. Donc voilà, maintenant, on l'utilise un petit peu à toutes les sauces, mais le mot safari, tout de suite, ça fait penser à l'Afrique. Quoi, exactement. Et puis de toute façon, et ça fait penser à l'Afrique. Et puis c'est à juste titre parce que c'est effectivement l'Afrique, en tout cas pour la photographie. Alors, avant de parler matériel et technique, je voudrais savoir quelles sont les grosses contraintes photographiques des safaris photo en Afrique. Encore une fois, on est dedans là. Hein. Voilà, qu'est-ce qui va s'imposer d'emblée au photographe quand il sera sur place? Alors déjà, en termes de logistique, on va avoir plusieurs problématique. Et la première qui va se présenter à nous, c'est la limite de poids en aérien. Donc ça peut être une problématique, des safaris où on trimballe tout un tas de matériel et où souvent on veut pas mettre son matériel en soute, ce que je peux comprendre et ce que je conseille d'ailleurs. Et on veut le prendre avec soi en cabine. Mais on voit qu'on dépasse vite ce qui est autorisé en général. Alors suivant les vols, bien évidemment, suivant les pays, mais souvent on est un petit peu dans le rouge. Donc il y a cette première problématique, ça va être ça, le poids, hein, la limite de poids en aérien. Hein. Et puis après on va voir les problématiques, sur place, problématiques de poussière, beaucoup. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut veiller. Et si on n'est pas trop préparé, on se rend vite compte que ça peut devenir un petit peu catastrophique sur le matériel. Bon, après, effectivement, il faut travailler avec énormément de lumière, souvent. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Hein. Et puis travailler dans des véhicules où on n'est pas tout seul, avec du matériel, avec des longues focales, sans gêner les autres. C'est aussi un petit peu compliqué. C'est le genre de problématique qu'on va rencontrer dans un premier temps pour quelqu'un qui n'a jamais fait de safari. Ouais, donc c'est effectivement, ça fait quand même pas mal de contraintes. On a aussi ces mêmes contraintes ailleurs dans d'autres domaines évidemment. Hein. C'est là, ce que tu as dit là, c'est propre au safari, mais des contraintes existent dans d'autres domaines. Juste par rapport au poids, c'est vraiment la vraie question, ça. En gros, puisqu'on est limité, qu'est-ce que tu conseilles d'emmener? Alors, je veux dire, tout est lié. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de poussière, on pourrait penser qu'il vaut mieux éviter d'avoir à changer de focale, enfin, en tout cas, d'objectif en pleine session. Donc, il vaudrait mieux avoir 2 boîtiers avec 2 objectifs montés sur l'un et sur l'autre. Mais en même temps, ça fait du poids en plus. Comment, toi, précisément, qu'est-ce que tu emmènes, par exemple? Moi, je suis intraitable. Effectivement, tu le disais tout à l'heure, dépenser des milliers d'euros pour partir en Afrique de l'Est pendant 8 jours ou 9 jours, c'est quand même un budget qui est conséquent, donc on n'a pas envie que ça parte mal une fois arrivé là-bas. Donc déjà, la première chose que je peux conseiller, c'est de prendre 2 boîtiers au minimum. Alors ceux qui en ont qu'un, ils peuvent en louer un. Ça se loue, hein. Ça peut se louer, on peut s'en faire prêter un, mais ou s'en faire prêter un par des amis peut-être ou
de la famille. Alors il y a les pannes techniques qui peuvent arriver sur les boîtiers, mais il y a aussi la casse. Ouais. Moi je l'ai pas vécu personnellement, mais je me souviens alors c'était pas en Afrique, c'était à Bandavgar, où on partait photographier le tigre. J'avais un photographe qui était avec moi pendant 8 jours et qui avait, je me rappelle, c'était je crois un Nikon D700, je crois, si ma mémoire est bonne, et qui s'est mis à battre un petit peu de l'aile au niveau de la batterie, certainement les contacteurs, et 2 jours après il y avait plus de boîtier. Donc heureusement il y a eu un photographe qui avait un deuxième boîtier et qui pu lui prêter, mais on imagine que si il était plus mal accompagné, ça aurait été fini quoi. Et puis évidemment, il y a pas, on peut pas trouver de SAV dans ces régions-là quoi. Donc non, tout à fait. Il faut vraiment assurer le coup. On est vraiment tout seul. Quoi. Bien sûr. Donc 2 boîtiers. Et après, en termes de focale, qu'est-ce que tu emmènes? Qu'est-ce que tu emmènerais vraiment dans le plus simple, vraiment quelqu'un qui part une fois, voilà, qui va pas renouveler forcément ce genre de voyage. Qu'est-ce qu'il pourrait emmener? Alors il faudrait déjà penser un petit peu à la vue d'ensemble. Si on aime faire un petit peu de paysage et puis situer les choses, à grand angle, c'est parfait. On parlait tout à l'heure du 24-70, mais on pourra aussi prendre un 16-35. Pour avoir une vue d'ensemble, et puis on peut aussi avoir la chance que les animaux puissent s'approcher du véhicule et là travailler et faire des plans plus larges. Donc il faut vraiment avoir un transstandard à portée de main, c'est toujours sympathique et ça sert. Et puis moi voilà, un 24-70 encore, un 70-200 f2.8 et voilà un télézoom pour un débutant. Donc on parlait tout à l'heure du Nikon, du même un Sigma, voilà, tout à fait. Ou même voir un 120-300 f2.8 chez Sigma aussi, qui sont très très bonnes optiques. Moi, ça me paraît une configuration idéale, mais toujours avec 2 boîtiers. Avec 2 boîtiers, parce que suffit que on descende du véhicule, qu'une focale tombe avec un boîtier vissé au bout. Tout de suite, ça sera. Et puis c'est des conditions qui sont difficiles, tu l'as dit, la poussière. Oui, le matériel. On le trimballe beaucoup. Il y a beaucoup de. Souffre beaucoup, également. Les chocs, les vibrations, la poussière, c'est pas toujours évident. Bien sûr. Donc c'est vraiment toujours. Enfin, le premier conseil, c'est surtout les 2 boîtiers. Et puis il y a un conseil qui est un petit peu. Moi, j'aime souvent à dire ça, rigolo, c'est la thé d'oreiller. Pour partir. Déjà dans l'avion? Non, pas pour dormir, mais justement entre 2 déplacements pour pouvoir ranger sa focale et son boîtier à l'intérieur. Voilà, suivant ce qui se passe et puis le nombre. Donc la thé d'oreiller vide évidemment, sans oreiller à l'intérieur, mais tu mets à l'intérieur tes boîtiers quoi, et tu fermes avec la fermeture. Voilà, quand je ne me sers pas et qu'on redémarre, je fiche tout ça. Il y a des sacs spécialisés et compagnie, mais sinon pour un débutant, moi, j'avais une vieille thé d'oreiller et dès que le véhicule redémarrait, d'une main, je glissais tout ça et c'est terminé jusqu'au prochain arrêt. Voilà, ça c'est un petit truc, mais ça permet d'avoir beaucoup moins de poussière accumulée et puis éviter surtout. Outre mesure le changement d'objectif. Tout l'intérêt aussi des 2 boîtiers quoi finalement. Tiens, est-ce que tu as un déchargeur de cartes? Alors maintenant ça se fait peut-être de moins en moins, mais est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as un ordinateur portable? Comment on parlait de la sécurité, en tout cas de pas revenir bredouille. Bien la sécurité au niveau de la sauvegarde des cartes en fait partie. Comment tu gères cet aspect-là des choses? Parce que là encore le matériel souffre aussi, même si les cartes SD maintenant ou d'autres formats sont assez robustes parce que il n'y a pas de partie mobile, mais malgré tout on pourrait perdre une carte, on pourrait l'effacer de manière sans faire exprès. Comment on fait pour pas perdre ces milliers de photos à 2 jours du départ? Alors moi je privilégie un petit peu toujours la double sauvegarde, donc effectivement d'avoir en nombre suffisant un nombre de cartes. Alors si tant est qu'on puisse, suivant le format des cartes et leur prix, parce que maintenant les formats. Le SDHC n'est plus le format maître, ou en tout cas plus en passe de le devenir. Donc effectivement, on se retrouve avec des cartes qui sont bien plus performantes, mais aussi bien plus onéreuses. Donc c'est pas toujours évident d'en avoir une dizaine. C'est vrai. Donc décharger les cartes sur les petits appareils.
c'était bien à une époque, mais je pense que maintenant, avec les petits ordinateurs qui font 13 ou 14 pouces, la sécurité, c'est tous les soirs de décharger, de faire une copie sur l'ordinateur et de conserver également les cartes et de garder les deux dans un endroit différent. Donc, si on se fait piquer son sac photo, il reste au moins se fait piquer et le matériel photo et l'ordinateur où il y a les photos et les cartes mémoire où il y a pour résumer, tu dis double sauvegarde, il faut absolument que les photos soient sur deux supports différents, sur l'ordinateur, mais quand on les décharge, quand on les met sur l'ordinateur, on les copie en fait. On les copie, c'est juste une copie, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs cartes. Et une fois qu'une carte est pleine, on en prend une autre, mais en tout cas, les photos restent sur les cartes et aussi sur l'ordinateur, quoi. Voilà, parce que comme je dis souvent, je sais pas ce qui me chagrinerait le plus si j'avais le couteau sous la gorge, entre guillemets, c'est de devoir laisser tout mon matériel photo ou de pas ramener mes images. Mais le tout serait en tout cas catastrophique. C'est sûr. Donc il vaut mieux éviter, dans le malheur finalement, il vaut mieux pouvoir se raccrocher, il y a quelque chose qui reste. Et si c'est les photos, ça peut être quand même déjà un moindre mal. Ouais, je pense que je garderai les photos parce que c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Bon, en termes d'argent, c'est clair que et puis il existe des assurances. Et c'est ça que je veux dire. Ouais. Et puis il y a des assurances aussi qui peuvent. Mais bon, les photos. De bonnes images. Tu pourras jamais les refaire. Non, exactement. Et ça, pour un photographe, en tout cas, ça n'a pas de prix. Pour le coup, ça n'a pas de prix. Il n'y a pas photo et ça n'a pas de prix. Je crois qu'on a on a résumé en deux expressions bateau tout le débat. Alors écoute, j'avais prévu de te poser une question sur le matériel, mais finalement dans la discussion on y a répondu, donc c'est parfait. On va parler maintenant des réglages. Alors je sais que c'est impossible de donner des réglages universels valables pour chaque situation. Il n'y a pas une situation type et qu'on rencontre tout le temps la même. Voilà, c'est pas ça. Mais est-ce que tu pourrais quand même donner quelques réglages à faire dans les scènes les plus courantes, celles qu'on voit le plus souvent en Afrique. Quels sont les réglages à avoir par défaut, on va dire, sur son appareil? Alors, les réglages, ça serait la priorité à l'ouverture, bien évidemment, ce qui permet d'avoir des vitesses assez élevées. Mais par contre, pas toujours. Je reviens actuellement d'une expédition photo qu'on a fait dans les territoires du Nord, au Svalbard. Et je me suis rendu compte que quelquefois le boîtier, malgré la lumière assez conséquente et puis l'ouverture maximum des téléobjectifs, donnait des vitesses qui pouvaient être un petit peu trop lentes quelquefois pour ce qu'on voulait immortaliser ou figer. Donc je mets toujours un bémol. Le mieux, ça serait effectivement de switcher entre différents modes, notamment priorité ouverture, mais la priorité vitesse aussi, un départ de chasse en Afrique ou des oiseaux qui se chamaillent ou des choses comme ça. Eh bien, le mieux, ça serait de switcher rapidement. Après, il n'y a pas de éviter le tout auto, bien évidemment. Oui, ça de toute façon, voilà, ça c'est clair. Tout auto, on maîtrise plus rien. C'est l'appareil qui décide de tout et finalement on décide de rien et on sait pas ce qu'on photographie, quoi. Donc ça à éviter. Moi, à titre personnel, maintenant avec la pratique et les années, je suis en mode manuel avec les ISO auto, avec une plage de sensibilité réglée et qui peut bouger. Je suis très content que tu parles de ça parce que c'est ce que j'utilise aussi et j'en suis très content. Je trouve, alors pas dans forcément toutes les situations, mais très souvent c'est ce que je fais et c'est très pratique, je trouve. Tu gères ton ouverture, tu gères ta vitesse et derrière l'appareil se débrouille avec les ISO pour pouvoir t'assurer l'exposition. Je trouve ça assez bien finalement. Voilà, moi je trouve que c'est un petit peu le mode idéal. Ça n'existait pas trop il y a quelques années parce que les boîtiers avaient des menus, des configurations un peu plus simples. Maintenant qu'on peut peaufiner un petit peu plus les choses, on laisse l'appareil gérer la sensibilité. Mais par contre, à une ouverture donnée, une vitesse donnée, c'est à lui de corriger derrière. Je trouve que voilà, et puis il faut savoir aussi switcher sur les modes AF. Ça c'est très 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 important. AF ponctuel,
voilà pour des sujets qui sont immobiles, mais en Afrique on peut avoir des scènes qui sont assez rapides, des animaux qui se mettent à bouger assez rapidement, et ça il faut vraiment être réactif là-dessus, passer de AFS en AFC. Alors maintenant sur les boîtiers pro, on peut configurer les boutons pour pouvoir se créer des raccourcis en une seconde. Donc ça c'est plutôt pratique, et c'est là-dessus qu'il va vraiment falloir travailler, parce que effectivement la vitesse et puis l'ouverture c'est une chose, mais l'AF est absolument primordial. Il faut bien choisir ces modes AF et savoir passer de l'un à l'autre le plus rapidement possible. Et surtout ne pas attendre le premier jour du safari pour découvrir ces menus-là, ces choses-là. Là, évidemment, c'est trop tard, on court la catastrophe, on sera forcément frustré. Oui, surtout qu'on peut s'entraîner. Bien sûr. Vous faites n'importe quoi. Vous prenez votre téléobjectif, vous partez. Si vous êtes le long de la mer, il y aura bien quelques mouettes ou même quelques pigeons. Et puis voilà, il faut se faire à ces différents modes, et puis faire des essais, et puis avoir un petit peu le feeling par rapport au matériel. C'est sûr que si on déballe son matériel, sa nouvelle optique, la veille de partir, il y a peu de chances que les choses se passent convenablement. Alors moi, je l'ai déjà dit, je l'ai dû l'écrire, je l'ai écrit sur le blog, j'ai dû le dire aussi dans des interviews. J'aime beaucoup, alors je le fais plus maintenant parce que j'en ai plus besoin, mais c'est un tort aussi, hein. C'est un peu comme les gammes chez le sportif ou les gammes chez le musicien, hein. Ce sont des choses qu'on devrait répéter tout le temps pour pas perdre la main finalement. Mais pendant un temps, je m'entraînais beaucoup avec des vaches charolaises, hein. Vers chez moi, j'habite en plein milieu, j'habite en pleine terre, et il y a plein d'élevages, il y a des vaches, et c'est génial parce qu'elles sont un petit peu farouches. Dès qu'on s'approche un peu, elles vont partir, donc il y a du mouvement, elles sont en groupe, elles sont pas trop loin, donc on peut s'amuser avec ces objectifs, et c'est un bon moyen de maîtriser son appareil, de tenter des trucs. Et parce qu'elle va revenir de toute façon, quoi qu'il arrive. Et voilà, c'est un bon entraînement. Je le conseille à ceux qui débutent ou qui voudraient s'entraîner avant de partir à un voyage. D'aller voir un troupeau de vaches. C'est absolument formidable pour tenter plein de choses. Ça, c'est très très bien. De toute façon, voilà, où on peut même s'amuser avec son animal de compagnie. Moi, j'avais un chien, je m'étais assis, je lui demandais de courir de droite à gauche ou de venir vers moi en courant, et ça permet effectivement puis de prendre un petit peu son matériel pour un débutant en main, parce que quelqu'un qui a jamais eu de longue focale, imaginons qu'il y a un gros capteur comme les capteurs qu'on voit actuellement de 36 millions de pixels, le moindre décalage, faut vraiment mettre le focus sur, c'est le cas de le dire, sur les modes AF et la mise au point, parce que même le retour de l'écran LCD, tant que c'est pas affiché sur un écran de grande taille, mais un petit décalage sur des gros capteurs avec des focales très longues, ça peut vite être catastrophique. Quand on regarde vite fait sur le retour de son LCD, on se dit qu'on a une image nette, mais quand on rentre à 100% ou 200% ou 300% dans l'image, on s'aperçoit que la profondeur de champ, elle n'était pas si grande que ça, puis qu'on a tapé sur le caillou c'est ça, d'un côté. Tu as exactement raison. Et que y a net et le net, caillou a plus de piqué que c'est exactement, que le guépard, et ça c'est très frustrant. Problématique. Très frustrant. Voilà. Est-ce qu'il y a des astuces pour faire des photos qui sortent de l'ordinaire, je veux dire, qui ne soient pas comme celles des autres participants à un safari, parce que on est plusieurs dans le même 4x4, c'est forcément le même point de vue, en tout cas c'est le même emplacement, on peut pas le choisir justement l'emplacement. Voilà, comment faire pour faire des photos qui soient pas celles que tout le monde aura fait finalement. Est-ce qu'il y a des astuces pour pouvoir trouver des choses différentes? Ça me fait en fait, je ne suis qu'à moitié d'accord avec toi. Pour parler de mon dernier voyage, on était plusieurs photographes on travaillait beaucoup en Zodiac, donc un espace encore bien plus que des longues focales en Zodiac, donc un espace encore plus restreint qu'un véhicule de gamme live. Et pour autant, à la fin, on s'est fait une petite sélection de nos photos, donc forcément des scènes auxquelles on avait tous assisté dans un endroit qui était assez confiné, donc comme tu le dis, au même emplacement, et on a absolument tous sorti des images qui étaient différentes. Ah ouais, d'accord. Tout au moins des images sélectionnées, donc des images qui finalement représentaient ce qu'on voulait sortir de la scène donnée, toutes différentes.
avec en gros le même focal, même environnement, même sujet et même emplacement, il y a les choses étaient différentes. Ouais. Donc, et personne ne s'était outre mesure montré les photos au fur et à mesure, avant. Voilà, et quand on a vu nos images, on voyait qu'il y avait des interprétations différentes. Donc le sujet, lui, effectivement, c'était l'ours en ce qui me concerne. Lui a été le même, mais par contre les interprétations, on était complètement. Est-ce que finalement alors tu parles d'interprétation et j'adore ce mot-là. Est-ce que finalement, ce serait pas le meilleur moyen de faire des images originales, en tout cas qui ressemblent pas à des images plutôt communes, ce serait d'attendre avant de photographier, même si on a très envie, qu'on attend ce voyage depuis très longtemps, d'attendre et de s'imprégner de l'ambiance, de l'environnement. Alors je sais que c'est quasiment impossible à faire, on peut pas s'empêcher de photographier parce que c'est là et on l'attend depuis tellement longtemps, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette part d'observation qui est très importante et qu'on aurait tendance à oublier parce qu'on veut vite avoir des souvenirs? Alors, moi, je pratique différemment. Il y a photographie animalière. Effectivement, il y a photographie animalière qui se fait sur des espèces précises. Moi, j'aime beaucoup les tigres. C'est une photographie qui est assez compliquée parce que déjà le biotope l'est compliqué. On est souvent en forêt, on n'est pas sur de la savane donc c'est des milieux qui sont assez fermés. Les tigres sont assez discrets, sont assez farouches, du moins certains. C'est vraiment une photographie qui joue un petit peu à cran. Donc moi j'ai une manière de travailler en général qui est différente. Une fois l'espèce trouvée, la première des choses, c'est quand l'espèce apparaît, déjà je sécurise mon expédition entre guillemets, c'est-à-dire que je vais essayer de prendre une image le plus vite possible, à contrario de ce que pour essayer, si ça tourne mal, d'avoir au moins quelque chose de propre et de fait, quoi. Voilà, voilà. J'assure la photographie, dès que je peux. D'accord. Et ensuite, une fois que c'est sécurisé, alors là, il faut libérer un petit peu la créativité, son esprit, et se dire à quoi j'ai pensé, quoi j'ai pensé comme image. J'ai la photo nette, je l'ai. Voilà, la tête est nette, c'est bon, c'est fait, c'est propre, c'est pas foufou, mais c'est propre, c'est bon. Maintenant, plan, mais techniquement assuré. Voilà, c'est ça, d'accord. Et après, par contre, après je vous laisse aller. La créativité, voilà. Là, il va falloir. Alors après, chaque photographe est différent, chaque manière de photographier également, l'inspiration du moment, puis les contraintes techniques. Je pense qu'il faut prendre du recul après cette sécurisation. Et là, moi, quand je photographie, je me retrouve un petit peu dans une espèce de bulle. C'est d'ailleurs assez lent. Et là, j'essaye de travailler mes images. On fait tous de la photographie animalière, donc on sait qu'on ne maîtrise pas tout. Donc il y a des contraintes sur le terrain, il faut et on travaille comme ça et souvent on arrive à sortir une ou deux images qui valent le coup sur une observation. Ouais. Non mais j'avoue que j'aime bien ce conseil-là parce que on peut on pourrait être frustré de pas avoir l'image bien nette et bien propre, alors que là si on l'a fait dès le début, après on est relâché, on est plus détendu et on peut se laisser aller. Et c'est vrai que c'est un bon, surtout sur des voyages comme ça qui sont parfois le voyage d'une vie et donc il faut assurer le coup et après on peut se laisser aller. J'aime bien ce conseil-là. Effectivement, une bonne idée. On entend souvent aussi le conseil de dire ça sert à rien de déclencher à tout va, prenez le temps. C'est vrai, effectivement, il faut laisser le temps à sa créativité, mais malgré tout, pour la photographie animalière et surtout en Afrique, moi je privilégie vraiment le mode rafale. Pourquoi ? Parce que on n'a pas toujours une visualisation dans l'instant d'un déclenchement. Ça peut prendre un demi-millième de seconde. On ne sait pas réellement, on n'a pas nécessairement le temps de regarder ce qui se passe sur le retour LCD de l'appareil et c'est vite fait d'avoir une posture d'un animal, d'une patte un peu trop levée ou une démarche pas si gracile parce que entre deux mouvements ou quelque chose comme ça, ou un animal, ça m'est déjà arrivé sur un portrait d'oiseau, un relié à l'ombrun qui fermait ses yeux sur les 1/2 de seconde que j'avais mis et le fait de prendre, alors je dis pas de prendre du 11 ou 13 vues par seconde, mais de prendre des petites rafales de 2 ou 3 secondes peuvent aussi sécuriser le mouvement qu'on voudrait vraiment donner à l'animal. Complètement. Donc, et puis c'est une question d'attitude et c'est-à-dire que moi je le vois
typiquement sur des photographies de réunions de famille que je peux faire parfois, de portraits que je peux faire, je prends en rafale. Alors pas en rafale rapide, hein, j'ai une rafale, je crois, en moyen. J'ai trois niveaux, je suis en moyen. Je prends 3-4 photos, et ce qui me permet d'avoir quasiment systématiquement sur les 3-4 au moins une attitude sympa. Parce que souvent il y a un œil fermé, il y a la bouche qui est mal mise, enfin voilà. Et donc du coup c'est un bon moyen de sécuriser. On parlait de sécurisation, c'est aussi un moyen de sécuriser son shooting, quoi. Donc c'est important de faire ça. On cherche à magnifier l'animal. L'instant ou même le biotope à côté, et c'est vrai qu'il faudrait pas grand chose pour que un œil à moitié clos ou alors une patte un peu trop pas assez lancée d'un côté ou de l'autre. Et puis des fois c'est le détail, ça donne une posture un petit peu, et ça joue à pas grand-chose. Vraiment deux fois rien. Je regarde mes images et je dis non, ça va pas, ça va. Et puis je suis passé à autre chose parce que j'aurais poussé à 1 ou 2 images de plus, peut-être que j'aurais eu une posture qui me convienne. Plus intéressante, Donc ça c'est très très important. Voilà, il faut un espèce d'entre-deux, surtout sur les animaux en mouvement, les animaux qui marchent. On imagine un profil d'un tigre qui marche, on est bien sur son profil. Il est vraiment très très dur de sortir 1 ou 2 images où le tigre aura la bonne allure. Bien sûr, c'est ça. Voilà, pour le rendu, l'esthétisme de la photo. Donc on préfère travailler par petites rafales. Et ça nuit pas nécessairement à la créativité outre mesure. De toute façon, il faut s'enfermer à partir du moment où les choses arrivent et qu'on prend des photos et qu'il y a une scène ou un comportement qu'on veut. Il faut vraiment ne pas paniquer. On apprend ça aussi avec les années, mais techniquement, essayer de faire les choses au mieux, les assurer, mais aussi derrière être créatif, parce que c'est ça aussi la photographie. Exactement. Alors, organiser seul un tel voyage est quasiment impossible. Alors, vers qui on peut se tourner pour partir en toute sécurité et optimiser son voyage? Alors ça va dépendre. Alors, effectivement, on peut toujours organiser de chez soi en ayant quelques bonnes adresses ou je l'ai déjà fait. Par contre, effectivement, surtout pour un premier safari, il vaut mieux s'assurer, si l'on veut faire de la photographie. Ça dépend un petit peu comment on veut vivre. Il y a des gens qui partent en safari parce que c'est une expérience de voyage comme une autre. Ils veulent voir, ils n'en sont jamais partis, ils ont entendu, les gens vont en safari, ils veulent vivre l'expérience du safari sans pour autant rechercher outre mesure la photographie derrière. Après, si on est photographe animalier, qu'on aime beaucoup la photo, il vaut mieux se tourner vers une agence spécialisée dans les safaris photographiques. Assurément, pour différentes raisons. Déjà, les contraintes liées à la place. Souvent, les véhicules de gamme drive peuvent recevoir jusqu'à 6 personnes, mais souvent les agences qui sont optimisées pour la photographie animalière, s'arrêtent à 4, ce qui permet d'avoir un petit peu plus ses aises, son matos photo à côté, son sac photo, et puis de pas se gêner entre photographes. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et puis les guides, les chauffeurs. Les guides, ils résonnent en photographe, quoi. Tout à fait. Ils vont orienter le véhicule pour ne pas avoir de lumière. C'est vraiment optimisé. Et c'est aussi la possibilité, quand on peut, de faire ce qui est pour moi vraiment quelque chose que j'affectionne, c'est le hors-piste. On peut pas le faire partout en Afrique. On peut pas le faire dans toutes les zones, mais par contre, à ma connaissance, il y a que ces agences qui arrivent à faire du hors-piste, et ça, c'est une expérience. Ça ouvre des possibilités, assez considérables. Est-ce que tu peux donner des noms d'agences? Alors, tout à fait. Moi, je peux conseiller Objectif Nature. D'accord. Objectif Nature, c'est une agence qui existe depuis plus de 20 ans, 21 ou 22 ans. C'est une entreprise aussi qui est familiale. Il y a Hervé Fourneau, il y a ses enfants
tout cela. Donc c'est à Paris, c'est à 63 rue de Lyon, hein, dans le 12e. Et voilà, il y a une réputation. Et puis après il y a des salons, hein, on les trouve dans les salons, hein. Tout à fait. Si vous allez à Montier, si vous allez un petit peu dans la plupart des salons, vous les retrouverez représentés. Mais c'est vraiment un gage de qualité. C'est vraiment un plus sur la photographie, quoi. Ça c'est sûr, pour les images qu'on peut ramener. Écoute, on arrive là, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc il n'y a pas de coupure pub, hein, donc on n'est pas contraint par ça. Pas encore. Pas encore, non. Quand il y en aura, ce sera plutôt bon signe finalement. Oui, tout à fait. Vrai. Je parlais de ton site merac.fr au début. Donc j'invite les auditeurs à aller voir toutes les belles galeries que tu as mis en place, surtout celles, parce que ça nous concerne plus, celle intitulée Wildlife, évidemment, mais même des autres qui sont très très réussies aussi. Donc ceux qui sont en manque d'inspiration, auront de quoi faire, donc c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il est possible de t'acheter un tirage pour ceux qui sont intéressés par une de tes photos? Oui, tout à fait. Alors, soit il y a un formulaire de contact, on peut m'envoyer un email et effectivement, moi je donne suite par rapport au desiderata, de l'acheteur. Ou on peut me trouver aussi sur Art Photo Limited. D'accord. Où je vends également mes tirages qui sont numérotés au maximum à 30 exemplaires. D'accord. Donc il suffit de me contacter et les choses se font naturellement, donc soit sur le site Art Photo Limited ou soit directement par mail sur mon site merac.fr. Et est-ce que tu peux les signer, je veux dire les dédicacer, une signature manuelle? Est-ce que tu Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a un certificat d'authenticité. Super. De toute façon, quand je fais un tirage qui est donné, le tirage est signé. Aucun souci là-dessus. Parfait. Donc merac.fr. Quels sont tes projets photos pour la suite là, pour les mois qui viennent? Alors, des projets photos, j'en ai un qui me tient à cœur depuis plusieurs années, justement, qui est en lien avec l'Afrique. J'aimerais à terme faire une exposition sur un animal qui est un petit peu méconnu, qui s'appelle le ratel, le nez badger. Je sais pas si tu as entendu parler. Non, ça me dit rien. On l'appelle un petit peu cette figure de psychopathe de la savane. Parce que c'est un animal qui est absolument remarquable. Alors ça ressemble un petit peu, ce serait un mélange, tu connais pas, mais pourrait être mélangé à un glouton, si tu connais les gloutons, un glouton et puis un blaireau. Tu rappelles son nom? Tu peux rappeler son nom, s'il te plaît? Le nez badger, le ratel. D'accord. Voilà, et c'est un animal qui est absolument remarquable parce que c'est un animal on dit que c'est l'animal le plus courageux du monde. Oui, donc on a souvent les équipes de football américains et tout qui le prennent comme emblème. Comme emblème. Alors il a quelques aptitudes physiques qui sont déjà incroyables. C'est un des seuls animaux au monde qui peut courir en arrière. Il a une peau très lâche, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on le chope par le cou, il arrive quand même à sortir à mordre l'agresseur. Il ne craint pas les morsures de serpents ni les piqûres d'abeilles où il tombe dans le coma et se rame aussitôt. Enfin, c'est un animal qui est absolument incroyable, qui est très très belliqueux, mais qui est aussi très très intelligent. On n'en trouve pas partout en Afrique, on en trouve dans certaines zones. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué aussi de suivre une famille sur du long terme pour pouvoir prendre une série d'images, pour peut-être préparer une exposition et tout. Mais de mon point de vue, en France, ça n'a pas encore été fait. Moi, c'est un animal que je n'en ai jamais vu. Pourtant, j'ai passé pas mal de centaines d'heures en Afrique, mais on peut tomber dessus comme jamais. Mais c'est ce que j'aimerais bien réaliser au moins dans les années à venir. Me rapprocher de cet animal qui est pour moi absolument fascinant et incroyable. Donc il y a un beau projet photographique à faire, une belle exposition en perspective, j'imagine. J'espère. Je te le souhaite. Écoute, merci beaucoup Franck pour cette interview. T'es vraiment très passionnante. Moi, comme d'habitude, pour moi, c'est vraiment un excellent moment que je passe avec les photographes. Et puis je suis certain que les auditeurs auront appris plein de choses. Écoute, merci encore Franck pour tes excellents conseils. Eh bien, écoute, merci à toi et puis je te souhaite bonne continuation. Merci.